bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 10e épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Et oui, c'est bien moi, me voici de retour aux commandes des podcasts Hello après avoir été remplacé avec brio par notre cancan Moussa à nous, Nicolas Cougo. Alors comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. J'en profite pour vous rappeler que, tandis que le 4e numéro de Lucarne Opposé Magazine est en cours de préparation, un spécial formation qui nous emmènera bien évidemment en Afrique d'ailleurs, les 3 premiers vous attendent toujours sur notre site internet. Histoire de bien me mettre en jambe, je recommence par les fondamentaux. Et en ce qui concerne Efrika, eh bien il s'agit, vous vous en doutez, de la Ligue des Champions, dont la phase de poule a livré son verdict cette semaine. Mais avant toute chose, reprenons nos bonnes habitudes et ouvrons ensemble le courrier Quinfri. Commençons par le Bénin qui a élu un nouveau président à la tête de la FBF. Il s'agit en toute logique de l'unique candidat à s'être présenté, Mathurin de Chacus, élu par 55 voix sur 75. L'homme d'affaires succède à Anjorin Moucharafou, intouchable il y a encore quelques mois et qui régnait sur le football béninois depuis 10 ans, malgré plusieurs rebondissements judiciaires. Ses plus gros chantiers consisteront en la relance du championnat national et le développement du football chez les jeunes, le gros œuvre du futur du ballon rond dans son pays donc. Sa première échéance en tant que président sera le match de qualification à la CAN contre le voisin togolais à Lomé. C'est Michel Dussuyer qui sera aux commandes de la sélection, de retour au Bénin 8 ans après une première expérience qui l'aura vu disputer le premier tour de la CAN 2010. Pas une mince affaire et un match déjà crucial pour les écureuils qui doivent finir dans les 2 premiers d'un groupe composé de l'Algérie, du Togo donc et de la Gambie. Le Tchad est pour sa part déjà hors course pour la CAN 2019 mais relance enfin son championnat national 9 mois après les derniers matchs. Il sera composé de 2 poules de 6 équipes qui s'affronteront dans un mini-championnat à N'Djamena où sera donc sacré le champion 2018. Dans la poule A, Renaissance FC et Tourbillon FC, club formateur de l'immense Jafet N'Doram, croiseront le fer avec l'AS Éléphant d'Antiman, les Abeilles de Mandoul, l'AS Coton de Moundou et l'AS Wadi Fira de Biltine. Dans la poule B, Gazelle FC et l'Export Foula Édifice et l'AS Coton Tchad, cette fois-ci devront se défaire de l'AS Mirim de Mongo et de l'AS Likot de Doba. Le dernier championnat, joué fin 2017, aura quand même permis l'éclosion d'un jeune talent, Marius Mouandilmadji, qui en était le meilleur buteur au sein de l'équipe du Gazelle FC. Parti ensuite survoler le championnat camerounais, quelques mois au Coton Sport de Garoua, nous le retrouvions 7 mois plus tard, il y a 20 ans à peine, au FC Porto. Chez les plus jeunes encore que ce dernier, les qualifications pour la CAN U17 se poursuivent. Cette année, la CAF s'est montrée novatrice en proposant des qualifications régionales. En attendant les pays d'Afrique de l'Ouest qui s'affronteront dans un tournoi à Niamey au Niger et à Dakar au Sénégal et qui désigneront 3 qualifiés, le Maroc a remporté le tournoi des nordistes à Tunis. L'Ouganda pour sa part a remporté celui joué en Afrique de l'Est à Dar es Salaam et le Cameroun celui d'Afrique centrale disputé du côté de Malabo en Guinée équatoriale. Le dernier qualifié est l'Angola qui a remporté la région australe. La compétition enfin se jouera en début d'année prochaine en Tanzanie à Dar es Salaam. Avant d'attaquer la compétition reine pour les clubs africains, prenons des nouvelles de sa petite sœur, la Coupe des Confédérations, qui elle aussi en a fini de la phase de groupe. Dans le groupe A, qui sentait bien la poudre, le Raja Casablanca et les Congolais de l'AS Vita Club prennent le meilleur sur les Ivoiriens de la SEC Mimosa et les Ghanéens de l'Adwana Stars. Dans le groupe B, le leader est également marocain puisque le RS Berkane l'emporte d'un point sur l'Égyptien Al Masry. Avec 3 petits points chacun, les Mozambiquais de l'Union Deportiva Songo et les Soudanais du mythique Al Hilal terminent dans les choux. Dans le groupe C, le solide Enimba du Nigeria sort en tête, tandis que la bataille fut rude jusqu'au bout entre les Congolais du Kara Brazzaville et les Ivoiriens de Williamsville. La qualification échoua finalement entre les pognes des premiers cités, tandis que le petit Malien de Djoliba ferme la marche sans grande surprise. Enfin, dans le groupe D, l'USM Alger s'impose sans trop de problèmes devant les Rwandais du Rayon Sport.
Le Kenyan Gor Mahia a longtemps tenu le bon bout avant de s'écrouler lors des 2 dernières journées avec 2 revers. Bon dernier, les Tanzaniens de Young Africans se sont tout de même offert un solide barreau d'honneur en dominant l'ogre algérien à Dar es Salaam. Place maintenant à la plus belle des compétitions de clubs du continent, la légendaire Ligue des Champions. Accueillons tout de suite Farouk Abdou pour analyser les résultats finaux du groupe A et du groupe B. Bonjour Farouk, c'est un très grand plaisir de te retrouver depuis la Coupe du Monde et malheureusement l'élimination de ta Tunisie. Comment vas-tu? Bonjour Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrika et tous les lecteurs de Lucarne Opposée. Effectivement, c'est un plaisir de pouvoir reparler de compétitions auxquelles nous sommes un peu plus habitués que cette Coupe du Monde finalement trop peu fréquente. Mais maintenant, les affaires domestiques vont reprendre le dessus. Et c'est très bien. Alors comme vous l'entendez derrière Farouk, il y a un peu de bruit, il y en aura peut-être derrière moi, puisqu'il y aura peut-être des cris d'enfants, puisqu'il y a ça de nouveau dans ma vie. C'est pour ça que je vous ai quitté, chers auditeurs, pendant un gros mois. Mais ma foi, c'est Lucarne Opposée. On fait à la bonne franquette, on fait avec nos moyens du bord. Inch'Allah, un jour, on aura un studio. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, Farouk, nous allons reprendre les affaires quotidiennes et donc en Afrique, la Ligue des Champions de la CAF et débriefer donc la phase de poule en commençant avec toi avec le groupe A, celui du Al Ahly de l'Espérance de Tunis, du KCCA ougandais de Kampala et des Township Rollers du Botswana. Un groupe dans lequel la logique a été respectée, les deux groupes passent sans trembler, le Al Ahly puis l'Espérance de Tunis, et les deux novices n'ont pas forcément été plus ridicules que ça. Qu'est-ce que tu en penses pour une première? Qu'est-ce que ça a donné, le KCCA et le Township Rollers? C'était en définitive conforme à ce que nous avions prévu dans les podcasts précédents. On avait fait un preview des deux groupes en disant les potentiels qualifiés. Finalement, ça s'est déroulé comme on l'attendait, c'est-à-dire que les deux novices ont finalement montré beaucoup d'enthousiasme, pas mal d'intention quand même de jouer, et ont quand même défendu crânement leur chance. Mais il était très très prévisible que les deux places soient verrouillées par Al Ahly et l'Espérance de Tunis. Et après le match nul inaugural entre les deux équipes en Égypte pour la première journée, tout le monde pensait que la deuxième confrontation entre les deux équipes lors de la 5e journée à Rades allait décider de l'ordre final du groupe, c'est-à-dire qui allait prendre la première place. Et finalement, ça a profité à Al Ahly qui, grâce à sa victoire 1-0 à Rades, a composté la première place du groupe. C'est finalement logique qu'il y ait cette légère différence entre les deux équipes parce que ça s'est joué sur 2 points particuliers. Les difficultés défensives de l'Espérance de Tunis qui persistent. C'était un petit peu le cas au printemps, mais ça persiste en été. Sur ce qu'on a constaté, en fait, c'est pas vraiment un problème de collectif, mais des erreurs individuelles. Potentiellement, là, contre tous les premiers de groupe, peut-être des gens vont penser que j'exagère, mais sur une double confrontation aller-retour, l'Espérance de Tunis peut facilement prendre minimum 3 buts sur les 2 matchs. Ce qui, sur une confrontation aller-retour, peut être problématique. Alors, marquer des buts pour compenser ça, c'est pas un problème, parce que l'Espérance de Tunis vient de recruter l'ancien joueur du Gazélec Ajaccio, Larbi, qui vient s'ajouter à un contingent offensif déjà fourni avec l'Algérien Belaïli, avec le désormais cadre international Anis Badri et les autres. Mais s'il faut à chaque fois marquer 4 ou 5 buts sur une double confrontation pour passer, pour compenser le fait qu'une défense est faible, ça peut être problématique. Ça, oui, ce sera totalement problématique. Et je rappelle rapidement que lors de la confrontation, la seconde, entre l'Espérance et le Al Ahly, le but de la victoire a été marqué par Azzaro, à qui, si je ne m'abuse, tu as consacré un article récemment dans Lucarne Opposée. Exactement, Azzaro a fait l'objet d'un article spécifique sur le Lucarne Opposée, et Azzaro est le deuxième point sur lequel la différence s'est faite entre les deux équipes. Cet attaquant ne cesse de progresser dans sa palette et la panoplie de ce qu'il peut proposer. Avant, c'était plus
des buts de renard où il traîne dans la surface et puis hop, en première intention, il sanctionne un manque d'attention de la défense centrale. Là maintenant, il part de beaucoup plus loin, il prend la profondeur, finalement il est plus rapide que ce qu'on pense avec ce grand gabarit qu'on peut penser un peu plus lourd, mais finalement il est très très vif. Il marque des buts de plus en plus variés. Personnellement, sur le classement des buteurs, ça va se jouer, je pense, entre 4 joueurs et il en est à 6 buts. Moi, c'est mon favori perso pour être le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine. Et c'est principalement là-dessus que ça s'est joué. Et il a beaucoup apporté pour la première place de la Ligue, qui jouera donc un des deuxièmes, qui sera déterminé lors du tirage au sort. Tirage au sort qui aura lieu le 3 septembre. On a entendu une petite voix enfantine derrière toi. Ce n'est pas de mon côté. Mon fils ne parle pas encore. Et juste pour terminer sur ce groupe A, bon, alors logique respectée, on l'a dit. Est-ce que tu penses que le Al-Ahly et l'Espérance, hormis avec ses problèmes défensifs pour les Tunisiens, sont parés pour ces quarts de finale? L'Espérance de Tunis peut se complaire dans le rôle de l'outsider. En plus, le fait que tout soit redistribué fait qu'on ne peut pas savoir sur qui ils vont tomber. Je pense que ça peut être compliqué contre le tout-puissant Mazembe. Et je pense que ça peut être une autre paire de manches s'il tombe sur l'Étoile du Sahel ou le Wydad Casablanca. Ça peut être très très ouvert. Et pour Al Ahly, aucun deuxième n'a envie de tomber sur eux. Très logiquement, on rappelle le Al-Ahly qui est tout simplement le club le plus titré du continent et l'un des clubs les plus titrés du monde, un vrai monument du football mondial, tout simplement, le club égyptien, du Caire. Hein. Juste pour préciser, ils ne sont pas nécessairement au sommet de leur capacité. Par exemple, Non. ils ont des difficultés à remplacer le Nigérian Junior Ajayi qui est blessé de longue durée. Le petit jeune espoir Sudaf Malambi a du mal à s'imposer. Il y a beaucoup, enfin, ça reste quand même un groupe assez vieillissant, mais ils connaissent cette compétition par cœur, ils connaissent les confrontations aller-retour par cœur, et ça reste un épouvantail. Plus avec ce numéro 9 très opportuniste et réaliste, c'est un gros morceau à écarter. Comme toujours, le club du Caire. Hein. Maintenant, je l'ai sous les yeux, c'est bien Oui, un club du Caire, j'avais un doute. Passons maintenant, si tu le veux bien, au groupe B, groupe du TP Mazembe, de l'ES Sétif algérien, du Difa El Jadida marocain et du Mouloudia d'Alger. TP Mazembe, bien sûr, un club congolais, RDC, si je ne m'abuse. Alors, dans ce groupe, la logique a été respectée dans la mesure où le TP Mazembe a somme toute traversé tranquillement le groupe sans aucune défaite. En revanche, et termine premier donc, en revanche, la bataille a été beaucoup plus acharnée entre les trois autres, les trois clubs maghrébins. Un statu quo à l'heure de la dernière journée qui a finalement décidé ou donné la seconde place à l'ES Sétif. Qu'est-ce qui a fait que cette bataille a été aussi forte? On rappelle que pour le DIFA El Jadida, c'était aussi une première participation. Hein. Alors, quand on avait fait le podcast en preview de ce groupe, j'avais un petit peu pris un risque en pariant que le Difa Al Jadida allait coiffer au poteau les deux clubs algériens pour prendre la deuxième place derrière le tout-puissant Mazembe. En définitive, ça s'est joué à un but près, finalement, parce que le Difa Al Jadida avait bien tenu le match nul lors de la dernière journée contre un tout-puissant Mazembe, il est vrai, déjà qualifié. Et pendant ce temps-là, le Sétif s'est imposé hier contre le Mouloudia à Alger, 2-1. Un but supplémentaire des Algérois aurait fait une égalité à 5 qui aurait profité aux Marocains pour prendre la deuxième place. Alors, en réalité, ça ne s'est pas joué à un but près, ça s'est joué à 2 transferts près. Je m'explique. Du fait que la phase de poule se joue pendant l'été, le mercato estival et ses mouvements font que si une équipe a un joueur qui surperforme et a des qualités individuelles importantes et que cette équipe le perd pendant le mercato, forcément, vous avez géré toute une partie de la phase de poule sans lui et ça devient plus difficile. Et réciproquement, une équipe qui fait des recrutements importants et arrive à inscrire ses nouvelles recrues sur les listes additionnelles peut en profiter pour la fin de la phase de poule et ça peut lui changer totalement son parcours et lui donner des chances de qualification. Ces deux cas sont apparus sur ce groupe, c'est-à-dire que le Difa Al Jadida a perdu son attaquant Hamida Haddad qui a collé 7 buts dans la compète, quand même, c'est pas rien,
qui est parti en Égypte aux Amalek au cours du mois de juin. Donc forcément, ça a été problématique de devoir faire sans lui sur les dernières journées. Ils sont apparus un petit peu essoufflés. Donc même s'ils finissent avec 6 points, Haddad a vraiment manqué sur la fin. Et réciproquement, l'ES Sétif, en ramenant le petit feu follet Abdelmoumen Djabou, les connaisseurs du football algérien le connaissent bien parce que il s'agit du buteur contre l'Allemagne en Coupe du Monde 2014, au 8e de finale. Et on le présente brièvement, c'est un petit ailier ultra rapide, grande capacité d'élimination, qui aurait mérité, je pense, une carrière beaucoup plus conforme. Sa carrière n'est pas vraiment conforme aux à ses standards qualités. mondiaux, dirons-nous. Oui, il aurait dû faire mieux. Je pense qu'après ces années au club africain, il avait vraiment impressionné beaucoup de monde. Il aurait mérité une chance en Europe, je pense. Et après s'être un petit peu perdu avec son retour en Algérie, son départ au Golfe, l'ES Sétif l'a récupéré cet été en feu, totalement. Et que ce soit les matchs en championnat, en Ligue des champions africaine ou en Ligue des champions arabes, il a fait un été incroyable. Et l'ES Sétif, qui avait commencé avec 0 points en 2 journées, en a engrangé 8 lors des 4 journées restantes. Il n'a pas marqué, mais il a été vraiment très très influent dans le jeu. Il a tellement été impressionnant que limite la question de son retour en équipe nationale à 31 ans se pose. En tout cas que ses prestations n'ont pas dû échapper à Jamel Belmadi, le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Et en fait, ça s'est joué là-dessus, pour le DIF Al Jadida, le départ d'Haddad et l'arrivée de Djabou qui a complètement ressuscité le Sétif. Comme quoi, la formation et les transferts, le thème du prochain magazine, du numéro 4 de Lucarne Opposée, comme il est dit également dans ce susdit magazine, qui sort bientôt, qui est dans les fours, là, qui est dans les fourneaux, là, qui est en train de cuire doucement. Qui est au bord des bacs. Et au bord des bacs, et dans lequel il y a un article sur le club africain que tu as cité, comme quoi donc la formation et les transferts sont des facteurs prépondérants de la forme, de l'état de forme d'un club dans une compétition. On voit bien que le cas de l'ES Sétif et du DIFA Al Jadida. Pour terminer, Farouk, pour ce groupe B, le TP Mazembe est donc qualifié avec 12 points largement, plutôt facilement, et le l'ES Sétif se hisse au forceps pour ces quarts de finale. Le TP Mazembe sera un ogre d'écart et ce sera plus compliqué pour Sétif. De même que pour le premier groupe, le l'ES Sétif peut être un outsider parfait qui peut brouiller les cartes sur 2 matchs et qui est capable de faire une surprise. Et réciproquement, le tout-puissant Mazembe, je pense qu'il y a certains deuxièmes qui se disent qu'il vaudrait mieux tomber sur quelqu'un d'autre, on va dire. Enfin, de fait, si on regarde un petit peu le plateau, sur les premiers, tout le monde a envie de tirer Prima Hero de Agosto, qui est le deuxième du groupe D où l'Étoile du Sahel a fini première. Tout le monde a entre guillemets envie de tomber sur Prima Hero de Agosto en se disant que ce serait le meilleur tirage. Sur le reste, c'est un petit peu le cas aussi pour les Guinéens de l'Oroya Conakry qui ne partiront pas vraiment favoris. Mais sur le reste, l'ES Sétif et l'Espérance de Tunis, ça se joue. Ça va être les confrontations contre le premier de groupe. Je ne sais pas sur lequel ils vont tomber. Ça va être très très serré. Très bien. Très bien, écoute, merci Farouk. En plus, tu nous teases vers la seconde partie du podcast avec Pierre-Marie pour parler des 2 autres groupes, du C et du D, avec, et oui, tu l'as déjà dit, les surprises Oroya, le Guinéen Oroya et l'Angolais du Primero de Agosto. Merci beaucoup Farouk et on se retrouve très vite pour un nouvel Efrica. À bientôt. Merci Simon, à bientôt. Continuons notre débrief avec les poules C et D, donc en compagnie de l'African Trotter Pierre-Marie Gosselin. Allez, en route. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu ? Bonjour Simon, écoute, ça va très bien. Et chez toi aussi, j'imagine. Tout va très bien, en effet, tout va très bien. Je suis très content de
de te retrouver, PM. Question habituelle avant de commencer de parler de ces 2 derniers groupes de la Ligue des Champions. Quelle question je vais te poser, est-ce que tu le sais? J'imagine que tu vas demander des nouvelles des petits d'Abisport. Exactement. Comment vont les petits d'Abisport? Écoute, vous avez eu l'occasion de l'entendre dans les news. Au Bénin, là, l'heure était plutôt à la politique et aux élections pour le président de la fédération. Du coup, toujours pas de championnat. C'est censé commencer là maintenant en septembre. Bon, on n'a toujours pas les grandes lignes. Donc pour les grands, ils devraient pouvoir débuter en 3e division. L'objectif, ça va être de figurer au mieux. Pourquoi pas essayer de monter. Ça correspond plus ou moins à leur catégorie d'âge. Ils risquent d'avoir des adversaires avec des joueurs un petit peu plus âgés à certaines occasions, mais ça devrait quand même être un objectif atteignable. Et puis pour les plus petits, toujours pareil, des matchs amicaux. Mais moi, la grande nouvelle, c'est plutôt que je vais partir sur une nouvelle aventure avec un autre centre du côté de la Tanzanie et Arusha, le Future Stars Academy. Donc voilà, peut-être de nouvelles histoires là-bas. Très bien, super. Bon, et écoute, on va partir pour le débrief des groupes C et D, évidemment, à commencer par ce groupe C, qui était composé du Wydad Casablanca, le tenant du titre, le Oroya guinéen dont nous parlons dans Africa depuis maintenant plusieurs épisodes, le Mamelodi Sundowns, l'un des gros continentaux, un club sud-africain, et l'AS Togoport, le port de Lomé, qui, si je ne m'abuse, faisait ses débuts dans la compétition. Au final, le tenant du titre s'est montré très solide premier. Et si dans les groupes A et B, l'ordre établi était respecté, eh bien là, il y a eu des surprises. On le verra aussi dans le groupe D, il y a aussi eu des surprises, pardon. Mais là, c'est le Oroya qui a créé la surprise en sortant les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Ouais, effectivement, après, surprise, on l'avait quand même un petit peu annoncé. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait un épisode avec un numéro avec nos pronostics, et c'est vrai qu'on disait que le Oroya pouvait être un sérieux client pour Mamelodi Sundowns et qu'ils n'avaient pas trop de marge d'erreur. Et voilà, ça s'est joué sur le dernier match après Toria hier soir avec un match nul 0-0 qui permet aux Guinéens de se qualifier. Une première depuis 40 ans. La dernière fois, il faut remonter au grand Afia qui avait gagné 3 fois la Ligue des Champions pour avoir une équipe guinéenne à ce niveau-là de la compétition. D'ailleurs, on avait raconté leur histoire dans le magazine de Lucarno Posé, dans le numéro 1. Et du coup, c'est les Sud-Africains qui en font les frais. C'est un peu une demi-surprise. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu dans leur parcours, il y a une défaite. Ils ont fait un match nul à Conakry, mais ils ont une défaite qui fait un petit peu tâche. C'est contre les Togolais à Lomé, contre l'AS Togoport, une défaite 1-0, qui au final leur plombe un petit peu leur campagne. Et ils ont aussi perdu leur meilleur joueur, Percy Tao, qui est parti, qui a signé en Angleterre. Je crois il a payé son visa, il est prêté dans un club belge, mais en tout cas il joue plus chez eux. Ils ont aussi perdu Kamal Biliat, qui était la star de leur épopée victorieuse en 2016. Et ils ont recruté des joueurs, notamment ils ont fait un recrutement très lucarno posé, parce qu'ils avaient déjà pris le néo-zélandais Jérémy Brockie, dont on avait eu l'occasion de parler, puisqu'il avait été très bon avec son équipe Supersport en Coupe de la Confédération l'année passée. Ils ont recruté un autre joueur local, cette fois-ci en sud-africain, Leboang Maboe. Et puis, ils ont fait un recrutement sud-américain avec un Uruguayen, Gaston Cirino, qui arrive de Bolivar, en Bolivie, qui était formé à Rampla Junior, qui vient là au milieu du terrain, qui a participé aux dernières rencontres de Ligue des Champions. Il y a aussi un attaquant vénézuélien, José Alimesa, pardon, il faut le prononcer à l'espagnol, du coup, qui vient de Oriente Petroleo, toujours en Bolivie. Et puis, ils ont également pris un défenseur brésilien, Ricardo dos Santos de Nascimento. Voilà, après, ils étaient là sur la deuxième partie. Peut-être que ça a cassé un petit peu la cohésion et ça n'a pas marché pour eux. Du coup, c'est les Guinéens qui en profitent. Le Oroya avec le gardien Kadima Ndiaye, qui était à la Coupe du Monde dans les cages sénégalaises, qui a fait le taf dans le dernier match. Pas de gros arrêts à faire. Il a été en danger sur une occasion où c'est son défenseur, le Malien Marius, qui a 2 doigts de mettre un but contre son camp avec une tête qui vient taper la barre. Sinon, tous les ballons étaient aimantés par lui. Voilà, il a fait son show classique et il n'y a pas tellement eu de danger. Est-ce qu'ils pourront faire mieux les Guinéens maintenant en quart de finale? Ça va pas être facile. Forcément, ils seront outsiders. Après, voilà, ils ont un super joueur, Okanse Mandela, en attaque, le Ghanéen,
qui peut créer l'exploit et faire basculer un match. Donc, il y aura du monde au stade du 28 septembre. Ça va être une grosse ambiance pour les quarts de finale. Ça peut être un outsider. Voilà, on attendra le tirage au sort. C'était déjà un outsider dans ce groupe du Mamelodi Sundowns, pardon. J'ai toujours du mal à prononcer ce club-là, Mamelodi Sundowns. Voilà, le Oroya était déjà un outsider par rapport à ce club sud-africain. Il s'est déjà montré à la hauteur. Alors, est-ce qu'il va une fois de plus se montrer à la hauteur de son statut d'outsider face à un plus gros quart de finale? Ça, on le verra. En attendant, pour terminer sur ce groupe C, le Wydad, tu as parlé de l'instabilité de l'effectif de Sud-Africain qui leur a peut-être coûté cette qualification. Le Wydad, lui, continue sur sa lancée. C'est le tenant du titre, 3 victoires, 12 points. C'est du costaud. Ouais, non, c'est un parcours. On le sentait venir. Ils étaient favoris de la poule. Ils ont fait 3 sur 3. Enfin, ils ont fait 3 victoires sur leurs 3 matchs à domicile. Donc ils étaient qualifiés à partir de la 4e journée. Non, c'est un très bon parcours. On pouvait s'y attendre. Le plus dur maintenant, ça va commencer maintenant pour eux. C'est là où la compétition commence à challenger les Marocains, et c'est les matchs à élimination, aller-retour des quarts de finale où, en fonction du tirage au sort, ça peut être difficile. Il y a quand même l'Espérance de Tunis en face. Il y a des grosses équipes. Ils peuvent tomber sur du très très lourd en quart de finale. Il y a aussi le Sétif. Donc ce sera des. À partir de là, ça va devenir chaud pour eux. Jusqu'à présent, c'était encore tranquille. Voilà, ils se sont échauffés, ils sont prêts pour l'écart. Exactement, ça rappelle des grosses écuries européennes. Eh bien, écoute, passons au groupe D. Dans le groupe D, dans lequel, au final, on a eu un petit peu le même scénario que pour le groupe C. On a un gros club, un historique maghrébin, l'Étoile du Sahel, qui a terminé facile premier, aussi avec 12 points. De sa poule, et on a également eu une surprise puisque ce groupe était également constitué du Zesco United zambien, qui est un club qui a une certaine envergure continentale, du Mbaban Swallows, Swahili, je ne me souviens plus, on l'avait dit la dernière fois. Ouais, Swaziland, même ils ont changé de nom, maintenant c'est le royaume d'Eswatini. Ah oui, écoute, tu m'apprends quelque chose. Et le Primeiro de Agosto, club angolais, qui était qu'on avait un peu désigné comme le petit poussé un peu de ce groupe avec les Swazilandais. Donc, et c'est donc ces derniers, c'est le petit poussé, c'est donc le Primeiro de Agosto qui a créé la surprise et qui se qualifie pour les quarts de finale. Alors là, j'ai envie de dire qu'avec le Oroya, on avait annoncé un petit peu que la surprise était possible. Là, avec les Angolais, elle est encore plus grosse. Là, c'était un petit peu plus compliqué hormis l'ESS, l'Étoile sportive du Sahel, qui était largement favori. Les 3 autres équipes se valaient un petit peu. Effectivement, les Zambiens avaient plus d'expérience que les 2 autres, mais sur la dynamique, les Swazilandais, ils avaient rien à envier aux 2 autres. Et l'Angola, c'est quand même un pays qui a énormément de moyens grâce au pétrole. Je vais rien vous apprendre, et du coup, ça permet quand même d'avoir des équipes assez intéressantes. Ça s'est joué à la dernière journée. On va dire que le scénario de la poule, c'est comme dans la poule C, à savoir les Tunisiens ont survolé leur compétition tranquille, ils se sont qualifiés aussi après 4 journées. Pour eux, la compétition commence aussi en quart de finale. Par contre, pour les 3 autres, ça avait bien commencé par Mbabane Swallows, et ils avaient 4 points au bout de 2 matchs, donc tout semblait se profiler à merveille pour eux dans cette phase de poule. Et finalement, à partir de là, ça a été un petit peu la dégringolade. Ils ont eu un petit problème administratif avec le. Vous vous souvenez peut-être, le président du club avait été assassiné en janvier dernier, et là, c'est celui qui avait pris sa place à la présidence, un ancien joueur, Lloyd Mazia. Son surnom, il est quand même pas mal, ça s'appelle Magic Feet, donc on imagine qu'il devait être très bon balle au pied. Et le trésorier qui ont quitté le navire. À partir de là, ça s'est un petit peu effondré, plus de victoires. Ils ont surtout eu une grosse défaite à domicile face aux Zambiens de Zesco. Eux, ils avaient, au contraire des Swazilandais, très mal commencé, et ils ont réussi à l'emporter au Swaziland 3-0 dans l'avant-dernière journée, avec un triplé en 5 minutes de Lazarus Kambole, l'attaquant zambien qui a commencé à percer. Il a été appelé là dans le prochain rassemblement de la sélection des Chipolopolo. Il avait brillé avec l'équipe locale pour le CHAN. Et donc son triplé en 5 minutes a permis aux Zambiens
d'y croire pour la dernière journée. Ils affrontaient l'Étoile sportive du Sahel. S'ils l'emportaient, ils pouvaient se qualifier. Et de l'autre côté, les Angolais, ils jouaient contre Mbabane Swallows à domicile. Ils ont réussi à l'emporter 2-1, un match qu'ils ont plutôt bien maîtrisé. Et au final, c'est une qualification presque un petit peu logique sur l'ensemble de la poule parce qu'ils étaient tout le temps dans le coup. Et au final, ils ont réussi à être constants du début jusqu'à la fin de ce mini-championnat. C'est ce qui leur a permis de se distinguer par rapport aux deux autres. Une belle bataille donc au coude à coude entre ces trois-là. On sait maintenant, on l'a dit avec Farouk un peu plus tôt, que le Primero d'Agosto est pour tous les autres l'équipe à tirer pour éventuellement penser à se qualifier en demi. Enfin, c'est ce que tout le monde espère. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un piège? Et ça, on le saura au cours de ce mois de septembre, puisque les quarts de finale auront lieu les 14 et 16 septembre pour la première manche et 21 et 23 septembre pour la seconde manche. Tirage au sort, le 3 septembre qui vient pour savoir quels seront ces quarts de finale. Écoute, merci beaucoup Pierre-Marie et on se retrouve dans un prochain Efrica pour continuer à te parler de cette magnifique compétition. Avec grand plaisir. Salut Pierre-Marie. Salut Simon, à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 10e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrica. Allez, salut les amis!